Alors un certain nombre d'unicellulaires, en particulier les mycètes et les bactéries, réalisent une absorbotrophie. Donc ils récupèrent directement les nutriments qui sont présents dans leur environnement et ils peuvent éventuellement, pour produire ces nutriments, faire une exodigestion, et ça c'est le cas des mycètes. Donc faisons un exercice avec un unicellulaire bien sûr, la levure de bière ou levure de boulanger, Saccharomyces cerevisiae. Alors vous retrouvez ici la cervoise, donc c'est le champignon qui utilise le sucre, saccharose, pour faire de la cervoise. Donc on mesure la fermentation induite par la levure de bière en mesurant ici la quantité d'éthanol au cours du temps. Et on fournit à ce mycète différents substrats, donc soit du glucose, soit du saccharose, soit du maltose, soit du galactose, soit du lactose, soit en blanc de l'amidon. Et ce que l'on vous demande de faire, c'est d'interpréter les courbes. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'il n'y a pas la même quantité d'éthanol qui est produit au fur et à mesure du temps selon les oses qui sont fournies à ce mycète? Vous pouvez mettre en pause et prendre le temps de réfléchir. Donc on repère ici que le glucose est très rapidement transformé en éthanol. On obtient un plateau de saturation qui est la quantité maximum d'éthanol que l'organisme peut produire, parce que Saccharomyces cerevisiae supporte 20% d'éthanol dans son milieu, mais pas davantage. Ensuite, il y a des rétro-inhibitions qui arrêtent les enzymes de la fermentation. Le saccharose, bien qu'il soit constitué d'un glucose et d'un fructose, est transformé à la même vitesse, donc on doit supposer qu'il existe chez Saccharomyces cerevisiae. Alors, est-ce que c'est à l'intérieur, est-ce que c'est à l'extérieur? Nous n'en savons rien. Une saccharase susceptible de couper le glucose, de séparer le saccharose en glucose et fructose, et ensuite de transformer le glucose et le fructose en éthanol. Même chose pour le maltose qui est constitué de 2 glucoses. Il existe visiblement une enzyme, alors moins efficace que la saccharase, qui est quand même capable de couper le maltose en deux, ce qui lui permet d'être fermentable et de pouvoir être transformé en éthanol. Alors qu'il n'existe visiblement pas d'enzyme qui permet de couper le diose qui est le galactose, et même chose pour le lactose. Et il n'existe pas non plus de molécules susceptibles, d'enzymes susceptibles de couper l'amidon. Donc, il n'y a qu'un petit nombre de molécules qui sont fermentables par Saccharomyces cerevisiae, le glucose lui-même, ou un double glucose, le maltose ou le saccharose. On vous propose une deuxième série d'expériences en utilisant deux substrats qui sont fermentables, donc le saccharose et le maltose. On met deux conditions différentes, soit on prend des levures entières, tube 1 et tube 2, soit on prend des levures broyées dans le tube 3 et dans le tube 4. Et à chaque fois, on alterne l'ajout de saccharose et de maltose dans les différents tubes. Ensuite, dans ces tubes, on prend une bandelette au glucose et on regarde si le test est positif. Le test est positif dans le tube avec des levures entières et du saccharose. Il est négatif avec des levures entières et du maltose. Et il est positif dans les deux tubes contenant des levures broyées. On vous demande d'interpréter ces résultats. Prenez le temps de mettre en pause et de réfléchir. Puisque ces deux substrats sont fermentables, ça veut dire que le mycète possède des enzymes capables de transformer le maltose en 2 glucose et capables de couper la liaison glucose-fructose du saccharose. Si ça se fait systématiquement par exodigestion, vous voyez qu'à chaque fois, l'hydrolyse de ce diose produit systématiquement du glucose libre. Donc, je ne peux pas proposer qu'il s'agisse d'une exodigestion dans le cas du maltose, parce que sinon le tube 2 aurait été positif. Il aurait libéré du glucose. Donc je dois proposer que cette hydrolyse se fait forcément à l'intérieur de la cellule, donc c'est une endodigestion. C'est pour ça que quand je trempe la bandelette de glucose, il n'y a pas de glucose libre à l'extérieur des cellules. Par contre, c'est ce qu'il se passe avec du saccharose. Donc pour le saccharose, je peux proposer qu'il s'agisse
d'une exodigestion, puisque là, il y a du glucose à l'extérieur et que ce glucose provient de l'hydrolyse de la liaison glucose-fructose. Donc on voit que dans le cas de ce mycète unicellulaire qui est Saccharomyces cerevisiae, on peut avoir une exodigestion, tout à fait classique chez un mycète, mais il y a aussi une possibilité d'endodigestion, c'est-à-dire que le maltose rentre grâce à un transporteur à l'intérieur de la cellule avant d'être hydrolysé. Donc c'est ce qu'on vous propose ici sur ce schéma. Le maltose rentre avec un transporteur, puis on a la maltase qui est ici, qui est capable de faire l'hydrolyse en glucose. Et c'est pour ça que si on met une bandelette de glucose à l'extérieur, cette bandelette devient négative. Alors qu'au contraire, si la saccharase est exportée à l'extérieur, ça la libère du glucose qui est repérable par une bandelette. Donc on a des exoenzymes libérés dans le milieu, ou au contraire, on a des enzymes internes. Les mycètes ne libèrent pas systématiquement toutes leurs enzymes de digestion des différents polymères. Et vous voyez que par rapport à la compétition, ici, la digestion interne du maltose permet que les molécules simples ne soient pas réabsorbées par tous les autres mycètes et par toutes les bactéries. Et c'est plus efficace, a priori. On précise ici un petit peu le phénomène, à savoir que le maltose induit l'expression de la maltase et du transporteur. Il n'y a pas en permanence expression des protéines permettant l'hydrolyse du maltose. On a une expression induite par le milieu, donc c'est tout à fait similaire à ce que vous connaissez chez Escherichia coli avec l'opérolactose, mais ici on est chez un eucaryote, faites bien attention, les champignons sont des eucaryotes, mais on retrouve le même système de plasticité phénotypique. Les unicellulaires changent rapidement de mode nutritif, généralement parce qu'ils sont capables de détecter la présence de nutriments dans le milieu et que ces nutriments induisent une modification de leur expression génétique. Donc ici on a comparé un unicellulaire avec un pluricellulaire. Donc dans le cas d'un unicellulaire, il y a absorption par toute la surface, mais ça, on a vu que c'était quelque chose de commun avec un pluricellulaire. Il y a la même paroi de chitine, donc il n'y a pas de grande différence entre le fonctionnement saprophytisme d'un pluricellulaire et l'absorbotrophie d'un unicellulaire. C'est exactement la même chose. Il y a exodigestion ou pas du milieu et ensuite réabsorption. On a des choses tout à fait similaires chez les bactéries. Donc quand on dit bactérie tout court, c'est une E-bactérie. Donc Escherichia coli, faites un peu attention à l'orthographe. Donc là, je vous renvoie à votre cours de première année permettant de montrer la plasticité phénotypique de cette bactérie. Donc c'est pour ça qu'elle est dit dioxique. Elle peut avoir deux substrats lui permettant de se développer, deux modes trophiques. Elle est commensale de l'être humain, c'est-à-dire qu'elle vit dans notre tube digestif sans nous apporter d'inconvénients. Aujourd'hui, elle a un peu augmenté de statut. On pense que, en fait, a priori, on est plutôt sur un léger mutualisme puisque ce type de bactérie produit aussi certaines vitamines qui nous sont indispensables. Et nous leur fournissons bien sûr l'habitat et la nutrition. Donc vous devez être capable de démontrer comment l'absence de glucose et la présence de lactose induit le changement d'expression génétique qui permet la synthèse d'un transporteur et la synthèse de la bêta-galactosidase qui peut hydrolyser le lactose et permettre à ce lactose d'être utilisé comme substrat de la respiration chez cette bactérie. L'absorbotrophie existe aussi chez les parasites. Ici, on a changé de système. On avait donc un organisme complètement libre dans son milieu, Saccharomyces cerevisiae, un organisme qui vivait en symbiose, Escherichia coli. Et là, nous avons un parasite en symbiose aussi, puisque bien sûr, un parasite est toujours en association étroite avec son hôte. C'est celui qu'on a vu en TP, le trypanosome, qui vit dans le sang des mammifères et qui est transmis par la mouche tsetse.
Bien sûr, ici, il n'y a pas d'exodigestion puisque le trypanosome vit directement dans le sang et que dans le sang, il y a des nutriments. Donc, il absorbe simplement les nutriments présents dans le plasma à l'aide de transporteurs présents dans sa membrane plasmique et il se nourrit directement à partir de tous les nutriments qui sont présents dans le sang. Autre absorbotrophie que vous connaissez déjà, c'est le cas du rhizobium, présent dans la nodosité de la fabacée, puisque ce sont des sucres simples qui diffusent à proximité des rhizobiums. Donc les rhizobiums sont dans une vésicule, mais il y a des transporteurs sur cette vésicule qui permettent au sucre et à différents nutriments de pénétrer à l'intérieur de cette vésicule et ensuite tout ça est absorbé par la surface de la bactérie. Donc on est dans une absorbotrophie et puis inversement, les acides aminés produits par la fixation de diazote par rhizobium diffusent eux à l'aide de transporteurs, donc diffusion facilitée, ils rediffusent vers le cytoplasme de la cellule. Donc là, on a absorbotrophie dans les deux sens, puisque tous les échanges se font par diffusion, et c'est la surface de la cellule qui réabsorbe les nutriments produits par son partenaire. Donc c'est la même chose ici en un petit peu plus détaillé, puisque on a représenté ici la bactérie rhizobium avec donc, les transporteurs au sucre qui permettent le catabolisme oxydatif de cette cellule et puis les différents transporteurs qui permettent d'exporter l'azote, donc soit sous forme simplement de groupement amine, soit éventuellement sous forme d'acide aminé. Et donc tous les échanges nutritifs là se font par absorbotrophie.